C'est le risque principal pour l'économie mondiale en 2020 selon l'agence de notation Moody's. Une nouvelle hausse des tensions géopolitiques ou commerciales? Non, une erreur de politique monétaire, vous me direz, de la part des banques centrales. Eh bien pas du tout, voilà. Les défauts de paiement, c'est ce que nous dit l'agence Moody's, les défauts de paiement des entreprises chinoises. Voilà le principal risque pour l'économie mondiale en 2020. Bonjour Eric. Bonjour David. Eric et hier, tous mes vœux, bonne année, on ne s'est pas croisés. Meilleurs vœux. Même si on se le dit hors antenne, hein, oui. du côté, voilà. Qu'est-ce on vous souhaite rien, vous avez tout. Que peut-on souhaiter à un homme qui a tout comme Eric? Ben non, c'était la bon, question. Allez, on arrête de faire les idiots. Intéressant, pourquoi? Parce que, alors, directeur du département des prévisions de l'OSCE, ça faut le rappeler, on aurait pu imaginer que, voilà, enfin, pour moi, c'était un micro-sujet, l'histoire des défauts de paiement des entreprises chinoises. J'aurais imaginé vraiment que voilà, le principal risque vienne d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Accélération justement des défauts de paiement des boîtes chinoises. Alors là, pour le coup, c'est Fitch qui dit plus 5% sur les 11 premiers mois de 2019. Sur leurs obligations plus précisément, c'est pas un micro-truc ça. Donc les boîtes chinoises sont trop endettées, ça on le savait un petit peu. Il y a un début de craquement. Non, mais alors, pour moi, c'est un micro-sujet ça. Alors, et Moody's, c'est pas des abrutis, Moody's. C'est peut-être un micro-sujet, mais il y a le pôle de la Chine qui est tellement important que dès qu'il se passe quelque chose en Chine, on sait que pour le cycle mondial, pour le cycle de commerce, et donc pour le monde, ça peut être assez préoccupant. Mais peut-être qu'en fait, il y a des déséquilibres. Et en fait, la Chine fait partie des déséquilibres. Et s'il y a des défaillances, pour moi, dans les entreprises chinoises, c'est parce qu'il y a eu des déséquilibres très importants. On peut peut-être les rappeler, la situation chinoise. C'est-à-dire que, d'abord, il y a structurellement, il y a un vieillissement très puissant de leur population. Il faut rappeler, ils avaient une population qui, des 20-60 ans qui progressait entre 1 et 1,5 dans les années 90-2000. Là, aujourd'hui, c'est en baisse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de progression, il y a un fort vieillissement. Ouais, j'attends le lien là entre la démographie et les défauts. Vous allez voir. Alors regardez. Ouais. Mais donc fort vieillissement, mais attendez, quand vous avez une population active qui baisse, avec un taux de chômage qui, d'après les statistiques officielles, tourne aux alentours de 3,5, vous commencez à avoir des tensions pour même recruter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les salaires progressent. Donc, et là, vous allez voir le lien avec la profitabilité des entreprises. Donc, vous avez aujourd'hui des salaires en Chine qui progressent à peu près de 10% par an. Bon, c'est pas nouveau, ça, on a toujours eu ça. OK, c'est pas nouveau, mais il y a 10% d'un côté. De l'autre côté, vous avez un enrichissement de la population chinoise. Le PIB par tête chinois, aujourd'hui, il représente, alors c'est encore un pays en voie de développement, c'est que 30% du PIB américain par tête. D'accord, donc c'est encore, mais il représentait 10% au début des années 90-2000. Donc il y a un fort enrichissement quand même de la population. Qui dit fort enrichissement de la population, dit aussi désindustrialisation. Dans un premier temps, quand vous enrichissez, vous achetez des biens d'équipement industriels et puis vous saturez. Et là, on voit une saturation d'un certain nombre de biens d'équipement. Qu'est-ce que ça veut dire quand votre économie devient un peu moins industrielle, un peu plus de services? Comme partout dans les pays développés, vous avez la productivité qui est en train de ralentir. Et la productivité en Chine, qui tournait aux alentours de 10%, maintenant tourne à 4%. C'est bien 4%. Le lien avec la choucroute, là. Attention, vous avez 10% de progression des salaires, 4% des gains de productivité. Les coûts salariaux unitaires, donc les coûts que supportent les entreprises, c'est 10 moins 4. C'est 6%. Donc il y a les coûts salariaux qui augmentent de 6% par an. Les prix en Chine, les prix du PIB, ne progressent que de 2%. Donc les prix qui progressent de 2%, des coûts salariaux qui progressent de 6%. Une profitabilité qui chute de 4%. Et d'un coup, vous avez... Donc et comment on arrive à des vagues de défauts? Donc du coup, vous avez une profitabilité qui est beaucoup plus faible. D'accord. Et vous avez... de l'autre côté, des entreprises qui sont beaucoup moins profitables et qui sont très fortement endettées. Le taux d'endettement des entreprises chinoises tournait aux alentours de 100 points de PIB avant la crise et maintenant est à 160 points de PIB. C'est énorme. C'est énorme. Ça revient un peu dans les standards. Mais, oui, mais quand vous avez un endettement qui progresse très fortement avec des entreprises, avec une profitabilité qui chute et une demande d'un certain nombre de produits chinois qui saturent avec un ralentissement, d'un coup, vous avez des entreprises on est en surcapacité et donc des entreprises qui commencent à faire défaut parce qu'elles n'ont pas assez de demande et une profitabilité trop faible. Et puis, elles ont des problèmes aussi pour se refinancer aussi. Et manifestement, en même temps, c'est le souhait du gouvernement que de limiter un petit peu, que de sevrer les entreprises avec ce crédit illimité à taux très bas. Oui, parce que
c'est une autre caractéristique de l'économie chinoise au cours des 10 années, c'est-à-dire que des 10 dernières années, pardon, c'est qu'ils désépargnent en Chine et ils investissent massivement. Et là, on est allé trop loin dans l'investissement. Vous voyez, la balance des paiements qui était courante, enfin, qui était de 10 points de PIB, elle est maintenant neutre. Et donc là, ça veut dire qu'on a désépargné, ils consomment beaucoup plus, mais surtout, ils ont beaucoup plus investi. Donc il y a tant mieux, c'est bien qu'ils investissent, non? Eh oui, mais il y a des surcapacités. Ah, et donc, surcapacité, c'est ça qui fait aussi que les entreprises ne peuvent pas augmenter les prix aujourd'hui en Chine et que contrairement, alors qu'elles ont des coûts salariaux unitaires qui progressent très fortement, elles ne peuvent pas parce qu'elles ont des taux d'utilisation des capacités. Donc s'il y a une déflation, entre guillemets, déflation des prix, des biens et des services, avec des hausses de coûts salariaux qui sont de 6%, coûts salariaux unitaires par an, ça comprime les marges. Face à ça, il y a des banques qui refinancent de moins en moins parce que c'est aussi l'ambition du gouvernement. Alors il y a les deux. Alors vous voyez, quand vous allez vous endetter, soit vous allez vous endetter auprès des banques, soit vous allez sur les marchés. Ou enfin en gros dans le shadow banking. Et là, les autorités chinoises ils préféreraient que ça soit plutôt par du crédit bancaire que par du shadow banking. Vous ne maîtrisez pas le shadow banking quand vous êtes une autorité. Shadow banking, c'est tout ce qui est prêté par des non-banques. Exactement. Par des fonds d'investissement. Exactement. Et donc, du coup, ils baissent, ils essayent d'aider les banques, mais de détruire un peu ce shadow banking pour reprendre un peu la main. Et donc, quelque part, les autorités contrôlent ces défaillances d'entreprise en disant oui, mais c'est le shadow banking qui va en réduction et ça, c'est plutôt bien pour la avec quel risque, encore une fois, quel impact sur la croissance chinoise? Parce que, à vous écouter, il n'y a rien de grave et en même temps, on a Moody's qui ne sont pas, encore une fois, des perdreaux de l'année, qui disent c'est le principal risque pour l'économie mondiale. Et à vous écouter, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Alors, ce n'est pas circuler, il n'y a rien à voir. C'est que cette défaillance, il y a bien quelqu'un qui doit la payer à un moment s'il y a une défaillance. Donc impact sur les banques chinoises. Alors voilà, sur les banques chinoises. Mais derrière les banques chinoises, il y a l'État chinois. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une crise mondiale. Parce que, à côté de cela, il y a une politique monétaire qui devient extrêmement accommodante pour aider les banques. On voit le taux de réserve obligatoire qui est passé de 22, 23 à 10, 11. Donc ça fait tout de même une sorte de bouffée d'oxygène pour les banques. Donc je ne crois pas à cela. Il y a par ailleurs une politique budgétaire qui est extrêmement expansionniste pour aider aussi un certain nombre de ménages. Donc je crois qu'ils essayent au contraire de reprendre la main et d'enlever un certain nombre d'entreprises qui étaient allées s'endetter dans du shadow banking, pas de façon extrêmement vertueuse selon leur volonté. Et donc, du coup, ils réduisent l'investissement par ces mécanismes-là. On verra. Pour moi, ça va faire un ralentissement de l'économie chinoise. Alors après, ralentissement de l'économie chinoise égale ralentissement du commerce mondial, égale ralentissement de la croissance mondiale. Donc, il y ait ce cheminement. Et oui, mais à mon sens, ce n'est pas ça qui provoquera la prochaine crise à venir. Ouais. Même si, encore une fois, tout ça ces vagues de défauts, encore une fois, devaient se transformer en faillite. On n'en est pas là, quoi. Vous écoutez en même temps. Si, il y aura quelques faillites, mais vous voyez. Mais elles sont salutaires, c'est ça? Tant qu'elles sont contrôlées, c'est salutaire. Ils sont allés trop loin dans l'investissement des entreprises, etc. Parce que ça touche apparemment beaucoup de secteurs. Ça touche notamment l'industrie, les startups. Et puis il y a cette anecdote que je disais, je ne sais plus dans le Figaro ou ailleurs ou dans les Échos, Jack Ma, le président fondateur de Alibaba, qui disait, c'était fin décembre. Hier, j'ai reçu 5 appels d'amis qui m'ont demandé si je pouvais leur prêter de l'argent. Les amis de Jack Ma, premier milliardaire chinois, ce n'est pas des désœuvrés. Donc, il y a cette question quand même du refinancement de beaucoup d'acteurs, de beaucoup d'entreprises qui posent problème aujourd'hui. Oui. Non, mais bien entendu, il y a des questions. Là, le capitalisme chinois entre dans une phase de maturité. Donc, on va rentrer dans des considérations un peu plus techniques et un peu plus standards. Et donc, il va falloir regarder ça de près. Mais attention, aujourd'hui, il me semble que effectivement, ces déséquilibres sont liés au fait qu'ils ont des épargnés et que cette épargne devait rester quelque part en Chine et réinvestie en Chine. Ils ont réinvesti massivement un peu partout, de façon un peu surdimensionnés par rapport à leur demande intérieure et donc ils ont des taux d'utilisation qui sont extrêmement faibles. On ne peut pas tenir ça, plus les problèmes démographiques qu'on a évoqués. Il va falloir qu'il y ait un peu d'ajustement.
Et donc cet ajustement va effectivement provoquer un certain nombre Mais de à la remous. marge. Mais à la marge. À la marge, c'est-à-dire que si vous passez de 6 à 5 En termes de croissance. en termes de croissance économique, c'est à la marge pour nous. Mais après, attention, au vu du poids de la Chine sur les conséquences macro, on va avoir des petites vaguelettes dans le commerce mondial. On a eu les chiffres vendredi de la croissance pour 2019 pour la Chine, 6,1%, plus bas depuis 1991. Ouais. Le gouvernement de Pékin a les moyens de stabiliser. On sent bien qu'on s'oriente vers un 6 entre quelque chose entre, si on croit les statistiques officielles, entre 5,5 et 6%. Ouais. Ils ont les moyens de stabiliser la croissance sur cette épure-là. Bon, il faut mettre plein de pincettes lorsqu'on compare ces chiffres-là. Ce pas des chiffres que l'on peut comparer aux statistiques que l'on peut trouver dans les pays en développés. Mais oui, il y a des marges encore en Chine. Vous voyez, le déficit public pour eux est à 5%. Ils n'ont pas de traité de Maastricht pour leur ça y est, ça boum, il fallait qu'ils la sortent. Oui, voilà. C'est pas faux. Comme les Américains, comme d'ailleurs. Etc. Ils ont une banque centrale qui est aux ordres. Et donc, du coup, globalement, ils peuvent encore, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, ils peuvent piloter une politique budgétaire expansionniste alors qu'ils sont en déficit public assez conséquent. Ils peuvent faire une politique monétaire encore expansionniste. Ils ont encore des taux d'intérêt qui sont positifs. Donc, il y a encore des marges de manœuvre pour piloter tout ça. Donc, Moody's nous pipote. Non, ce que nous dit l'OFCE. Non, c'est important de regarder tous ces éléments. C'est des points de vigilance. Nous dire que la prochaine crise viendra de la défaillance d'entreprises chinoises, moi, je prendrais ça avec beaucoup plus de pincettes. Et il est sceptique et dubitatif. Voilà. Merci beaucoup, Eric Heyer, donc, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Au revoir, David. Salut.